Bonjour, bonsoir. Pour ceux qui ont les yeux grands ouverts, vous vous apercevez que nous vivons dans un monde de fous. C'est important de faire valoir nos droits. Parce que moi, je suis lesbienne et toi, t'es bi et lui, il est gay. Ce soir, on voulait partager avec vous un témoignage fort, celui de Lily. Lily, elle a 8 ans et il y a 6 mois, elle était encore considérée comme un garçon. Lily vient nous parler avec sa mère qui s'appelle Christelle. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Смотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Dirigés par des êtres sanguinaires. Je dirais pour ma part que ces gens sont des démons, des êtres qui n'ont cessé de se faire passer pour des êtres bons, sauveurs de l'humanité. Le mot qui convient d'utiliser pour ces gens est le mot subterfuge, un moyen habile et détourné pour se tirer de l'embarras. On aurait pu aussi utiliser le mot mensonge, étant donné que le mensonge fait partie intégrante de leur quotidien. Je ne suis pas un grand adepte de spiritualité, mais une chose est sûre, c'est que je sais qu'aujourd'hui, on est bien entré dans l'ère du Verseau. Et cette ère a la particularité de révéler ce qui est caché. Pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser le mensonge comme leur quotidien, vont maintenant avoir du mal à le vivre. Ils ne pourront plus vivre dans le même paradigme. Alors, pour être plus précis, je dirais que nous ne sommes pas tout à fait rentrés dans l'ère du Verseau, mais nous subissons son énergie. Voilà pourquoi il y a des choses un peu bizarres qui se passent ces derniers temps. Et je pense que vous l'avez remarqué. Et il y a des gens qui agissent comme s'ils étaient dans l'ère du Poisson. Je vous laisse bien entendu chercher la signification de chaque ère, et notamment celle du Poisson. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. En fait, tout simplement, lorsqu'il y a un changement d'air, il faut s'adapter à cet air au risque d'être dépassé par les événements. Alors, vous vous demandez pour quelle raison je parle d'air? Mais tout simplement parce que sur cette planète, il y a des gens qui ont profité de l'ère du Poisson pour pouvoir transmettre des faux messages, du mensonge, des mensonges, faisant passer des gens pour des gens mauvais et eux se faisant passer pour des gens bien. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre cette image. Regardez bien cette image. Observez-la. Je sais que certains la connaissent déjà. On y voit un ange avec une épée soumettant le diable. Mais ce qui est marrant dans cette peinture, c'est que le blanc et en l'occurrence le blond aux yeux bleus est représenté comme le sauveur. Vous allez me dire comment je fais pour voir que c'est un blond aux yeux bleus. En général, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, savent que les anges sont représentés en blond et la plupart des blonds ont les yeux bleus. Le mâle, lui, est au sol. C'est le démon. Vous reconnaissez tous le démon. Il est nu. Et ça rappelle une certaine population sur cette planète. Et si vous regardez bien, son épiderme est marron. Et les seuls êtres à être de cette couleur sur cette terre sont les noirs. Des gens nus, à terre, ça me rappelle un peu certains Africains vivant dans une certaine difficulté, une certaine pauvreté. Ce tableau en dit long sur l'idéologie des gens qui ont peint déjà cette peinture et sur l'idéologie tout simplement des Occidentaux. Alors ce qu'on voit, c'est que l'ange a soumis le diable. Le diable est à terre et l'ange il est au-dessus. Donc l'ange impose sa puissance au diable. C'est une sorte de métaphore si vous voulez. Ce genre d'illustration était très courant à l'époque. Je ne vais pas faire une analyse profonde de cette œuvre parce que j'ai aucun intérêt à le faire, ni pour faire de la pub, tout simplement parce que j'ai pas envie de commenter ce genre de peinture. Cependant, on aura compris le message. C'est tout simplement la domination du blanc, donc le bien, sur le noir, le diable.
Et c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que j'ai commencé par les airs. Et c'est pour ça que je vous expliquais, pendant un certain temps, on a voulu nous faire comprendre que certains c'était le bien et d'autres étaient le mal. Mais malgré tout, il y en a certains qui continueront parce que leur ego, ou parce qu'ils sont entêtés, ou parce qu'ils ont une haine tellement surdimensionnée contre une certaine population, c'est-à-dire les Noirs, ils resteront toujours aveugles. On aura beau leur montrer par A plus B, la vérité se trouve par ici, ils ne voudront pas l'admettre. Mais c'est pas grave. De toute façon, que ce soit avec moi ou avec un autre, je peux vous garantir que l'univers fera comprendre à tout le monde les règles. Pour illustrer ce concept du bien et du mal, je me suis attardé sur un personnage politique français, une femme précisément, car j'ai remarqué que le bien et le mal étaient parfaitement manipulés dans ce système. J'ai sélectionné Roselyne Bachelot. Si vous vous souvenez, elle fut ministre de la Santé en 2009, de Nicolas Sarkozy, un repris de justice. Mais lui a les faveurs des médias. L'ancienne ministre de la Santé a été mise en cause en 2009, lors de la crise de la grippe H1N1. Et j'ai constaté dans le monde occidental, il y a toujours une crise de quelque chose. Et rappelez-vous, elle exigeait presque que les Français se vaccinent. Cela ne vous rappelle pas un certain C19 ? Encore une méthode sournoise pour obliger les gens à la vaccination. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boudent l'opération et les gymnases restent déserts. Vous voyez, là on était 4 médecins cet après-midi pour 2 box de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients en ce moment à l'hôpital n'ont pas de médecin pour s'occuper d'eux. Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure, je vous dis la vérité. L'OMS prévoit que la grippe H1N1 tuera 2 millions de personnes dans le monde. 2 millions de personnes dans le monde. Plus de 2 mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte. Je vous dis la vérité. Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. On vous propose de vous protéger contre une grippe dont il n'est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave. Et en échange, on vous apporte sur un plateau des particules virales, on vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants, on vous apporte du mercure, enfin des conservateurs, et on vous dit, comme c'était pressé, on n'a pas eu le temps de bien regarder, on n'a pas eu le temps de faire les études. Les agents de l'OMS découvrent alors que le virus H1N1 a déjà touché 8 autres pays dans le monde. J'ai décidé de passer du niveau 4 au niveau 5 de l'alerte pandémique. Tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire face à la pandémie grippale. C'est un signal adressé au gouvernement, au ministère de la Santé, à tous les autres ministères, à l'industrie pharmaceutique et à l'ensemble des entreprises pour qu'elles prennent des mesures dans l'urgence et à un rythme accéléré. C'est bien l'humanité tout entière qui est menacée. Plus de 2 mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte. Mais les autorités sanitaires redoutent l'hiver, car par temps froid, les virus deviennent très contagieux. Elles prédisent qu'il fera 30 000 morts.
30 000 morts. C'est sur la base de ces estimations que ce 15 juillet, Roselyne Bachelot annonce que tous les Français qui le souhaitent pourront se faire vacciner. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses. Ça représente 1 milliard d'euros au point de vue coût. Pour rassurer la population, c'est la ministre en charge de la Santé qui incarne la campagne de vaccination. La stratégie que nous avons, avec Madame Bachelot, décidée est une stratégie qui est adaptée. Elle est adaptée aux nécessités de la lutte contre l'épidémie. Dans la salle, plusieurs journalistes tentent de tempérer cet optimisme en citant des sondages inquiétants. Comment vous réagissez? Est-ce que ça veut dire que les campagnes d'information du gouvernement ont échoué? Pour beaucoup de nos concitoyens, cette pandémie est pour le moment théorique. Et actuellement, la progression de la pandémie est très très rapide. Et donc beaucoup de ceux qui peut-être ne se sentent pas concernés par la vaccination vont au contact de la montée de la pandémie sans doute changer d'avis. L'épidémie meurtrière tant annoncée n'arrivera jamais. Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus H1N1. En 6 mois, il n'a tué que 4000 personnes dans le monde, loin des 2 millions prévus par l'OMS. L'épidémie est là, mais donne une maladie qui est plutôt moins grave que le virus de la grippe habituel. Quand on reçoit ce signal en France en septembre, vraisemblablement, on ne tire pas les leçons de l'expérience. Il y a une sorte de machine qui est lancée, c'est une machine militaire, c'est une campagne militaire de vaccination, et cette machine est lancée et on ne peut plus la... Dans les laboratoires pharmaceutiques, les chaînes de fabrication de vaccins sont lancées. Cette production de masse a été déclenchée en moins de 6 mois. Un temps record qui crée des doutes sur l'innocuité de ce nouveau vaccin. Dans les semaines qui suivent, les autorités sanitaires sont confrontées à une montée des critiques dans les médias, y compris des professionnels de santé. Donc là, il y a un bénéfice-risque entre, d'un côté, une grippe qui va durer une semaine et d'autre part, un risque faible mais réel d'avoir une maladie que vous aurez toute la vie. On vous propose de vous protéger contre une grippe dont il n'est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave. Et en échange, on vous apporte sur un plateau des particules virales, on vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants, on vous apporte du mercure, enfin des conservateurs, et on vous dit, comme c'était pressé, on n'a pas eu le temps de bien regarder, on n'a pas eu le temps de faire les études. Si des infirmières, comme c'est le cas, disent « moi je ne me ferai pas vacciner, je suis infirmière, je ne me ferai pas vacciner », ça a un impact considérable. On n'a peut-être pas mesuré suffisamment que ça pouvait se produire. Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. À ce moment-là, le fiasco aurait encore pu être évité. Malgré les réticences de l'opinion, le gouvernement s'obstine et la campagne est lancée. Sous escorte de la gendarmerie, des centaines de milliers de vaccins traversent la France pour rejoindre plus de 1000 centres de vaccination. C'est ce jour-là que la ministre de la Santé se met en scène. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boudent l'opération et les gymnases restent déserts. Vous voyez, là on était 4 médecins cet après-midi pour 2 box de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients en ce moment à l'hôpital n'ont pas de médecin pour s'occuper d'eux. Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure...
Je vous dis la vérité. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe A/H1N1. Ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente. Et cette évolution terrible, en quelque sorte, nous la voyons partout en Europe. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus H1N1. En 6 mois, il n'a tué que 4000 personnes dans le monde, loin des 2 millions prévus par l'OMS. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Dans les semaines qui suivent, de nombreux médecins s'abordent la campagne de vaccination dans l'intimité de leur cabinet. Les médecins ayant été exclus du dispositif de vaccination n'auront de cesse de dire à leurs patients, on en a la preuve, on a des enquêtes qui le montrent, qu'il ne faut pas se faire vacciner par le vaccin H1N1 et qu'il faut se contenter du vaccin saisonnier habituel. Écoutez, c'est pas qu'on n'a pas encouragé. Alors, oui, parce que le comble, c'est qu'on nous demandait de demander à nos patients d'aller dans les gymnases. C'est quand même assez compliqué d'aller expliquer l'inverse de ce que vous sentez et de ce que vous croyez bon. On a eu beaucoup de mal à expliquer quand même à nos patients qu'il fallait qu'ils aillent dans le vaccinodrome et que c'était mieux pour eux. On a eu du mal. Parce que franchement, on ne peut pas demander de participer à quelque chose auquel on n'adhère pas. Nous n'adhérions pas à cette campagne. Voilà. En quelques semaines, l'opinion bascule. Notez les résultats de ce sondage CSA pour le journal Le Parisien. À la question « Avez-vous peur d'attraper la grippe A ?», 80% des Français répondent non, contre 18% de oui. C'est un résultat net. Le virus n'inquiète pas. Pour moi, c'est vrai, j'ai pas une vision catastrophique d'une grippe qui finalement doit... Voilà, c'est de la fièvre, c'est quelques jours à la maison et on peut le supporter. Je n'ai pas peur de ce virus, a priori, voilà, ça m'inquiète pas assez pour aller me faire vacciner. Je suis naturellement résistant et par rapport à ça, je pense que j'ai pas besoin de vaccin. J'ai du mal à comprendre comment un discours alarmiste, ou disons plutôt un discours de responsabilité, peut décourager les gens de se faire vacciner. Et pourtant, seuls 8% des Français se font vacciner. L'État finit par résilier la commande de 50 millions de doses. Au total, cette campagne coûtera près de 600 millions d'euros, alors que la grippe H1N1 ne fera que 302 victimes, 6 fois moins que la grippe classique. Quand on a une réaction qui ne correspond pas à la réalité épidémiologique, les gens pensent qu'il y a un autre objectif, il y a un autre but qui leur est caché. Ce sera le début de l'ère des rumeurs, le début de l'ère du soupçon, l'effondrement de la confiance. Depuis la crise H1N1, plus de 40% des Français n'ont plus confiance dans les vaccins. Alors, que se passera-t-il en cas de nouvelle pandémie ? Aujourd'hui, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est en charge de ce dossier très sensible. Dans l'opinion publique, il y a quand même eu l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique. Le patron de Sanofi avait dit devant ses actionnaires, ce vaccin, ce sera une opportunité significative en termes de revenus. C'est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow. Est-ce que vous comprenez que nos concitoyens soient un peu révoltés par cette forme de cynisme ? Oui, alors évidemment, après, les industriels jouent leur jeu. On peut aussi parfois leur reprocher de ne pas avoir été sur des vaccins qu'on attend. Je pense notamment à Ebola, qui est un virus qui crée des épidémies mortelles en Afrique depuis des années et sur lequel aucun industriel n'a voulu investir et faire de la recherche sur le vaccin. Ça n'intéressait personne parce que c'était des villages africains. J'insiste sur ce point, Madame la Ministre, et sur la gestion de crise passée, car il y a aussi une forme, disons-le, de dramatisation pour justifier les 11 vaccins obligatoires chez les enfants. Ce sont des éléments de langage qui reviennent, l'urgence, le danger, le risque d'épidémie et de pandémie. Des épidémies surgissent ça et là, faisant chaque année des morts. Une dizaine de morts de la rougeole les 4 dernières années, c'est trop. Une 50aine de morts de méningite, des jeunes entre 15 et 25 ans, c'est trop. Votre décision fait débat. Depuis le 1er janvier dernier, chaque enfant doit être vacciné avec 11 vaccins. C'est une décision de santé publique
qui répond en fait à un objectif mondial de l'Organisation mondiale de la santé, qui demande aujourd'hui à tous les pays du monde d'obtenir 95% d'enfants vaccinés pour les vaccins nécessaires. Et la France en est loin. De fait, il reste 20 à 30% des enfants qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, avec la résurgence d'épidémies, parfois mortelles, avec des enfants qui font des handicaps à vie. Pourquoi, Agnès Buzyn, ce caractère obligatoire, alors qu'on sait que l'injonction, c'est ce qui crée de la défiance? 40% aujourd'hui, c'est ce que montre ce rapport, 40% des Français sont méfiants vis-à-vis des vaccins. Ils ont plus peur des vaccins que de la maladie. Comment vous l'expliquez ça? Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau rendez-vous de Cellule de crise. Belle fin de soirée sur France. Conclusion. Ceux qui vous font du mal, qui vous mentent et qui vous méprisent, ce n'est pas le sale noir. Ce diable, ce démon que le système occidental a désigné. Depuis pas mal de temps, la souffrance a fortement augmenté dans la population mondiale. Si je devais désigner le représentant du mal sur cette terre, il serait blanc. Oui, blanc sans hésiter. Roselyne Bachelot, qui a menti, dépensé l'argent du contribuable pour une maladie qui n'a fait aucun mort. Cette femme continue de parler dans les médias, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Est-ce que vous vous rendez compte de tous ces gens qui sont censés nous représenter sont en fait des criminels pour certains? François Fillon, ce menteur, est arrivé 3e aux élections de 2017. Mais pour arriver 3e, c'est qu'il y a des imbéciles qui ont voté pour ce menteur. J'aurais pu choisir une autre personne pour mettre en avant cette mafia de l'enfer qui nous dirige, à la place de Roselyne Bachelot. Mais j'ai l'impression qu'on atténue sa responsabilité dans ce fiasco en 2009. Voire, on fait comme si rien ne s'était passé. Alors que cette dame devrait normalement rendre des comptes pour ce qu'elle a fait. Et ce qui me dégoûte, c'est que des gens s'acharnent sur un enfant tué par balle et ne s'acharnent pas sur des politiques corrompus criminels comme Roselyne Bachelot qui essaye de les tuer tous les jours que Dieu fait. Alors je précise, je ne défends pas Naël, parce que c'est de lui que je parle. Mais entre un enfant qui conduit sans permis et des Roselyne Bachelot qui persuadent le peuple français d'aller s'inoculer un produit qu'on ne connaît même pas la provenance, mon choix est vite fait. Il est clair que le mal provient des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui rendent cette terre un enfer, et c'est un fait. I'll be back. I'll be back. I'll be back.